Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition. Les travaux de bitumage de la RN 22 Moimossima ont repris ce samedi à Hanguo, dans la commune de Bandani, après 24 heures d'arrêt de travail. Rappelons que ce chantier devait démarrer ce vendredi, mais s'est ajourné pour cause des fortes pluies de ces derniers jours. Reportage Mohamed Moursine et Abdelaziz Rijel. La phase d'essai de l'enrobage de la route Moimossima a commencé ce samedi à Hanguo dans la commune de Bandani 1 jusqu'à Sandani dans la commune de Bandani 2. Cette phase d'essai s'achèvera à Bimbini. Ici, les ouvriers de la société CGC sont en pied d'œuvre afin d'éviter les retards. Ces travaux devaient débuter le vendredi, mais c'est ce samedi que la société chinoise a pu débuter ses travaux pour cause technique. Et le respect de la déontologie journalistique est le thème abordé lors d'une conférence de presse tenue ces tout derniers jours par les dirigeants du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des journalistes sur le remplissage de leur mission d'informer la population avec professionnalisme. Cette sonnette d'alarme est lancée dans la mesure où les échéances électorales s'approche à grands pas. Le point avec Mohamed Saïd-Hassan. Le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel vient de présenter sa vision aux différents groupes de médias qui opèrent dans notre pays, public comme privé, ses axes stratégiques pour bien gérer l'échéance électorale qui s'approche à grands pas. Kamal Ali, rapporteur du Conseil national de l'audiovisuel, nous en dit plus à ces sujets et nous éclaire. On a validé nos axes stratégiques durant notre mandat de 4 ans, mais plus particulièrement, on a abordé le sujet relatif aux élections, aux prochaines élections présidentielles et des gouverneurs. La régulation commence par là. La promotion du métier de la démocratie et de la libre expression commence aussi par là. Donc on a discuté de ces points-là et on a établi un programme qui pourrait éventuellement apaiser un petit peu les tensions pendant cette période électorale que nous allons aborder dans quelques mois. En toute objectivité et jouer aussi sur l'équilibre. Parce que vous savez, il faut pas seulement voir le fait que on doit protéger les journalistes, mais les journalistes aussi doivent faire leur travail comme il se doit. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas un code. Il y a un code, on doit le respecter, on doit faire de sorte à ce qu'il soit respecté. Objectivité pour un travail bien fait que prône le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel n'est pas tâche facile pour un journaliste reporter qui évolue sur le terrain où la passion du métier et la colère de gens en face font place souvent à la violence brutale. Shuren Abouaklé d'Al Jazeera l'a payé de sa vie quand un soldat de l'AFP tué en Ukraine par l'armée russe, Norbert Zongo, journaliste d'investigation, assassiné pour avoir voulu apporter de la clarté dans les affaires qui étaient dans son pays. Ce sont deux jeunes qui ont été abattus dans l'exercice de leurs fonctions à la fleur de l'âge. Pour Nassila Benali d'Alouatouane, le journaliste ne doit jamais baisser les bras, même au péril de sa vie, face à l'adversité pour informer. Si on respecte la déontologie de notre travail, on doit être vraiment objectif. Et c'est possible. C'est possible quand les conditions sont réunies. Quand on n'entend rien de l'interviewé, de la personne auprès de laquelle on travaille. Si l'organe donne ou bien accorde les conditions nécessaires aux journalistes pour aller faire son travail, donc à 90% ou bien à 80%, le journaliste peut travailler dans l'objectif. L'incompréhension a toujours existé, même au sein de nous, journalistes, c'est-à-dire entre nous journalistes. Souvent, on ne se comprend pas, parce que chacun a sa façon de travailler. Mais si on arrive à s'imposer, à utiliser notre pouvoir, parce que le journaliste a toujours son pouvoir, parce qu'il a un endroit où s'exprimer
il a une aura, il a un lectorat. Donc, si on travaille comme il faut, donc on arrive à s'imposer devant le politique, devant la force de l'ordre, devant le gendarme. Donc, on doit imposer notre respect. Merci. Et ce respect-là, aura lieu lorsqu'on travaillera comme il faut. Les événements qui se profilent dans les jours à venir sont des moments qui marquent énormément la vie des citoyens, de la classe politique, toutes tendances confondues, pour garantir une paix durable. Il appartient donc aux institutions qui doivent accomplir la lourde mission de mener à bien cette tâche pour garantir un environnement sain, aux journalistes de traiter les informations sans parti pris ni contrainte, afin que triomphe la démocratie dans un continent en ébullition. Et le représentant adjoint du Fonds alimentaire mondial FAO aux Comores a pris part mercredi à Moroni à l'atelier de validation du cadre de programmation par pays. C'est un document d'orientation des priorités des Comores en termes d'agriculture. Toutes les parties prenantes étatiques et privées y ont pris part. Nous vous proposons une mise au point. Aujourd'hui, nous avons un atelier de validation du cadre de programmation pays. Alors, le cadre de programmation pays, c'est un document, un outil qui définit le partenariat entre le gouvernement des Comores et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, pendant les 4 prochaines années. Nous sommes en train maintenant ici de finaliser le cadre de programmation pays des Comores et aujourd'hui on a réuni les parties prenantes pour qu'ils puissent apporter leur contribution mais aussi valident le cadre de programmation pays qui a été déjà validé par le comité de supervision et de suivi. On a atteint pas mal de résultats du précédent cadre de programmation pays, mais il y a aussi d'autres résultats qui n'ont pas été atteints et des orientations qui sont sorties de l'évaluation qui ont conduit à l'élaboration et au choix des domaines prioritaires et des résultats attendus dans le nouveau cadre de programmation pays. Et c'est à partir de ça justement que le gouvernement, en collaboration avec la FAO, ont élaboré le nouveau cadre de programmation pays que nous sommes en train de présenter aux parties prenantes pour qu'ils puissent contribuer à la mise en œuvre du cadre de programmation pays. La FAO travaille toujours avec des partenaires. Et dans la rubrique éducation, les responsables du centre de formation technique Sizamkazi ont procédé jeudi à la remise des attestations de fin de formation à des élèves du 10 centre, en tout 173 jeunes formés dans différentes filières, notamment couture, plomberie, informatique, mécanique et électricité, sont concernés cette année. Le directeur du centre Kanzile, Mohamed Assaf, appelle les jeunes à emboîter le pas pour lutter contre la délinquance juvénile. Aujourd'hui, on a formé 173 jeunes dans différentes filières. Il y avait aussi les filières de mécanique, plomberie, informatique, électricité et couture. Ces élèves-là sont des meilleurs élèves sur le plan pratique. Ils ont eu l'occasion cette année d'avoir l'investissement du projet KI comme initiative avec des nouvelles matériels didactiques qu'ils ont utilisés pour la formation. Donc moi je lance une brève sensibilisation à tous les parents d'orienter les élèves parce que les élèves qui échouent dans leur métier ou dans leur école d'enseignement général, ce n'est pas parce qu'ils ont des fainéants, mais c'est juste une question d'orientation. Alors c'est intéressant si on oriente les élèves pour qu'ils suivent aussi l'enseignement technique. Il ne faut pas oublier que depuis l'indépendance, nos colonisateurs ont nous orienté sur l'enseignement général, alors qu'il y a aussi l'enseignement technique qui aide à tous les élèves de s'en sortir dans leur vie. On essaie d'orienter les élèves pour s'inscrire dans nos établissements afin
on lutte contre la délinquance et le chômage. Parce qu'un élève qui traîne dans les rues, il a la chance de devenir un délinquant incontournable. Donc ce qui est intéressant, c'est de les orienter vers un apprentissage efficace qui va le faciliter Clôture ce samedi à Moroni du programme d'apprentissage du Saint-Coran établi par les responsables du centre Enumeco en faveur des enfants âgés de 3 ans issus de la diaspora. Durant cette période de grandes vacances, ces jeunes ont non seulement appris la lecture du Saint-Coran avec Tajwid, mais aussi le fiqh, des invocations conseillées par le prophète. Reportage Ikam Ben Saïd et Salim Ali Ratiraka. L'objectif de ce programme qui a duré 2 mois était de permettre aux enfants issus principalement de la diaspora de profiter durant cette période de vacances pour approfondir leur connaissance de la religion. Durant cette période, ces jeunes ont non seulement appris le Coran, mais aussi des aspects importants tels que le fiqh, le tawhid et des invocations essentielles. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour ces jeunes de démontrer leur acquis, obtenant par la même occasion des attestations pour les encourager des efforts fournis. Donc, pendant les vacances, nous organisons tout le temps ces cours afin d'aider surtout les enfants qui n'étudient pas à Enumeco. Parce que nous avons beaucoup d'enfants qui viennent de France et nous savons que là-bas l'accès à l'école coranique est un peu difficile. Les enfants qui viennent de l'école française, sans toutefois parler des enfants les résidents, les enfants qui sont là et qui n'ont pas eu le temps de fréquenter l'école coranique. Et comme notre institution est à la fois islamique et française, donc nous nous sommes donné comme mission pendant les vacances d'amener les enfants à fréquenter cette école afin d'avoir l'acquisition du fiqh, du tawhid, de la mémorisation du Saint-Coran, de l'apprentissage du salat et des invocations. Donc, et comme vous l'avez remarqué, durant ces 2 mois, ces enfants ont montré les preuves de ce qu'ils ont appris, ce qui fait que nous nous félicitons, et ce n'est pas la première fois, ce sont des activités qui se font pendant les vacances. La mise en œuvre de ce programme d'apprentissage du Coran, effectué chaque année par le centre Enumeco, vient renforcer l'engagement à poursuivre leurs actions éducatives en faveur de la jeunesse. Du sport à présent, Nogès Club, une formation sportive de Djomani Boudé a célébré ce samedi ses 41 ans depuis sa création en 1982. Une cérémonie a été organisée pour la circonstance en présence des autorités, la notabilité et la Fédération de football des Comores. À noter que cette formation sportive n'est pas encore effective dans la Fédération des Comores. Swadri Saïd et Moussa Amir. L'équipe de Nogès Club de Djomani dans la région d'Mboudé a célébré ses 41 ans d'existence à travers cette cérémonie qui a réuni des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, celle de la Fédération de football des Comores et la notabilité. L'objectif de cette cérémonie, c'est de faire l'anniversaire de 41e année de l'équipe de Nogès et encore d'officialiser l'équipe de Nogès sur l'échelle nationale pour présenter que maintenant l'équipe de Nogès est une équipe purement juridique comme on l'a hérité avec nos grands-parents. Parmi les nouvelles mesures instaurées par l'équipe de Nogès pour préserver son effectif au long terme, aucun joueur du club ne doit être transféré vers une autre équipe sans verser une caution symbolique de 200 000 francs. Cette caution pour freiner une équipe de ne pas sortir pour stopper les départs. Parce que nous ne voulons pas que Nogès soit une équipe à la fin, on ne le voit pas, mais on veut garder nos joueurs. C'est pour cela qu'on a des objectifs comme ça, pour garder nos joueurs. Du côté du préfet de la région et la notabilité de Mboudé, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, la question des conflits liés au football ne doit pas avoir une place dans la localité, car le football est un vecteur de développement et de cohésion sociale. Il est important de s'assurer que le sport est utilisé pour des bonnes actions
et non pour le conflit et la cupidité, la politique et la discrimination. Est-ce qu'à travers le sport, on peut changer le monde? Oui, le sport rapproche les gens qui viennent de milieux différents autour d'un objectif commun et met à leur disposition un programme où ils pourront travailler ensemble, créer des affinités et se concentrer sur leurs ressemblances en mettant leurs différences de côté. Lorsqu'on fait les choses dans les règles et de droit, ça montre que c'est une preuve qu'on est dans l'intention de bien faire les choses en respectant les règles. Aujourd'hui, l'équipe de Nogés Club est légalement enregistrée au niveau des instances gouvernementales et possède les documents légaux d'une association. International, le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarka, à Tangama, a annoncé jeudi dernier l'interdiction aux agriculteurs camerounais de l'utilisation des engrais chimiques. Cet arrêté ministériel a interpellé les vendeurs des produits phytosanitaires. Reportage. Est puni d'un emprisonnement ferme de 3 mois à 3 ans et d'une amende comprise entre 100 000 à 2 millions de francs CFA, toute personne qui introduit des produits nocifs sur des marchandises ou vivres permettant à dégrader ou à altérer la santé humaine. Comme le stipule la loi cadre sur la sécurité alimentaire au Cameroun, le gouvernement, à travers le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarka Atangana, attend désormais réprimer durement les agriculteurs et commerçants qui utilisent des produits phytosanitaires prohibés ou à détournement d'usage. Il faut que les gens qui comprennent, qui recourent à des produits interdits ou qui abusent dans l'utilisation de ces produits, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent répondre à la fois administrativement et pénalement de leurs actes. Administrativement, des textes prévoient des amendes. Et des amendes suffisamment dissuasives pour que, quand on vous a pris une fois, que vous ayez même simplement, je ne dis pas l'envie, la simple tentation de devoir recommencer. Mais ce n'est pas que les amendes, c'est aussi le risque d'emprisonnement. Les textes sont clairs. Les peines d'emprisonnement vont de 3 mois à 3 ans. Au cours d'une rencontre avec les partenaires de la chaîne de sécurité alimentaire, à savoir les ministères de la Santé, de l'Agriculture, des Pêches et Industries animales, administration territoriale et la Ligue nationale des consommateurs, le ministre du Commerce a passé en revue toutes les carences qui permettent aux agriculteurs et commerçants d'introduire des produits tels que le formol, responsable de la dégradation de la santé publique. Pour les associations de protection des consommateurs, cette plateforme apportera une riposte au phénomène des modifications des organismes génétiques de plus en plus grandissants. Nous nous réjouissons aujourd'hui que le Premier ministre ait pensé à faire créer cette plateforme de réflexion pour qu'il puisse assurer, préserver les intérêts des consommateurs dans ce domaine. En rappel, il y a quelques semaines, plusieurs produits vivriers ont été saisis par les pouvoirs publics car jugés impropres à la consommation. Toujours en international, à moins de 25 jours des Jeux asiatiques de septembre à Hangzhou, l'équipe chinoise d'escalade à vitesse a commencé à s'entraîner. Dans certains endroits d'Europe, la rentrée des classes s'annonce difficile. Exemple en France, Pologne ou la Serbie. Et puis le Kenya va renforcer le déploiement à l'échelle du pays des mototaxis électriques. Une stratégie visant à réduire les émissions de carbone. Reportage CGTN et Africa News. Il faut reprendre le chemin de l'école dès lundi et cette rentrée pour certains est très spéciale. Les petits élèves de l'école primaire du Bois de l'Étang à la Verrière à l'ouest de Paris seront accueillis dans une autre école. Leur établissement a été entièrement calciné lors des émeutes dans toute la France après la mort de Naël, tué fin juin par un policier.
En Pologne, la nouvelle année scolaire commence avec des manifestations des professeurs qui réclament une augmentation de salaire de 20%. Wiadomo, że i dzisiaj edukacja jest na potężnym wirażu, na ogromnym zakręcie. Pytanie, jak z tego wirażu wyjdziemy? To jest także pytanie o przyszłość polskich uczniów, o przyszłość edukacji, o pracowników edukacji. I to wszystko leży w naszych rękach. En Serbie, des changements ont été introduits pour atténuer l'anxiété de la rentrée après une fusillade à Belgrade au printemps dernier qui a fait 10 morts. Voici un modèle des futurs mototaxis qui circuleront bientôt dans tout le Kenya. Un projet du gouvernement qui souhaite limiter ses émissions de carbone. Nairobi accueille d'ailleurs dans quelques jours le premier sommet africain sur le climat. Et pour faire la promotion de ces véhicules électriques, c'est le président de la République lui-même qui s'est prêté au jeu. William Ruto a testé l'une de ses motos à l'occasion du lancement du projet à Mombasa. Je suis ravi de présider le lancement du programme e-mobility par la start-up Spyro, qui est un géant de l'e-mobilité qui a à son actif de nombreuses réussites dans l'industrie des véhicules électriques et dans l'empreinte s'étend du Bénin au Togo jusqu'au Rwanda. L'objectif du gouvernement est qu'au moins 5% de tous les véhicules immatriculés dans le pays soient électriques d'ici 2030, contre moins de 1% actuellement. Le passage à la mobilité électrique est une démarche hautement prioritaire pour relever les défis de la pollution, des effets néfastes sur la santé et des coûts du carburant qui augmentent le coût de la vie. Le succès de la transition vers l'immobilité nécessite une reconfiguration fondamentale de nos systèmes de transport par l'électrification et la fourniture de tous les services et infrastructures nécessaires dans l'ensemble de l'écosystème. Le secteur des mototaxis emploie 1,5 million de personnes et génère 1,4 milliard de dollars par an pour l'économie nationale. C'est le mieux qu'un débutant puisse faire. C'est plus qu'une simple salle d'escalade. C'est actuellement la base d'entraînement de l'équipe chinoise d'escalade de vitesse de la ville de Ningbo dans la province du Zhejiang. Ces maîtres grimpeurs montreront leur talent lors des prochains Jeux asiatiques de Hangzhou en concourant pour grimper d'ici jusqu'au sommet le plus rapidement possible. Une équipe de 8 hommes et femmes représentera la Chine en escalade de vitesse aux Jeux de Hangzhou, avec des concurrents supplémentaires dans les disciplines du bloc et de la difficulté. À la base d'entraînement, nous rencontrons Long Jinbao, qui vient de décrocher les premiers tickets d'escalade pour participer aux Jeux olympiques de Paris de l'année prochaine. Je reviens tout juste des championnats du monde en Suisse. Je suis donc encore en train d'adapter mon rythme. Pour l'instant, mon entraînement n'est pas très intense. Et je me répète que les Jeux asiatiques sont aussi une compétition normale. Comme la pression entraîne souvent des erreurs, je trouve ma paix intérieure pour y faire face. Concurrent dans l'équipe féminine, Tony Juan a repris l'entraînement après une courte pause entre les compétitions. J'attends avec impatience les Jeux asiatiques de Hangzhou, car ils nous permettent de concourir sur notre terrain. Et je connais assez bien de nombreux grimpeurs, puisque nous nous sommes déjà affrontés. De son côté, l'entraîneur Zhong Qiqi aide l'équipe à se préparer physiquement et mentalement. Nous avons choisi cet endroit comme base d'entraînement, car le climat et les conditions sont similaires à ceux de Shaoxing, où se trouve le stade. Et comme l'escalade sportive vient de faire ses débuts aux Jeux asiatiques en 2018, nous apprécions cette deuxième chance de concourir chez nous. Nous souhaitons vivement remporter des médailles pour notre patrie. La phase suivante de l'entraînement comprend le relais de vitesse pour les femmes et les hommes, qui est également une compétition très attendue. Des équipes de 3 personnes se relaient pour grimper et tenter d'atteindre le sommet en un minimum de temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC.